monde. Merci d'être venu. C'est une preuve d'intérêt qui me plaît, hein, un sujet bien d'actualité. On a déjà parlé hier du contexte historique dans le grand sens du terme, comment, si on veut, en remontant vraiment à l'origine, l'homme a évolué en même temps qu'il cherchait des sources d'énergie libre au sens sans entropie, donc de l'énergie utile pour le travail. C'était assez intéressant de voir comment il est passé de la gravitation, de la force hydraulique, très rapidement, à l'électromagnétisme, tout ce qui est chimie et électricité, et finalement l'interaction nucléaire forte qui est le nucléaire. On casse un noyau et avec 10 mg de matière, on obtient le même résultat qu'avec 20 tonnes d'eau, 2000 ans. C'est très rapide évidemment, mais qui est intéressant à rappeler dans un contexte académique. Puis on a bien sûr focalisé sur Génération 4. Là aussi, l'historique de Génération 4, il y a 21 ans tout juste, en 2002, un groupe de laboratoires du monde entier qui s'est réuni aux États-Unis. C'était une initiative de la DOE, Department of Energy, pour tester le terrain, voir s'il y avait un intérêt dans le monde pour des technologies de rupture dans le domaine nucléaire. Il y avait bien entendu un intérêt. Les chercheurs ont toujours intérêt à ce qu'on innove et à ce qu'on finance l'innovation. Donc on a monté assez rapidement ce groupe qui s'appelle GIF, Generation 4 International Forum, et qui a mené aux recherches dont je vais parler aujourd'hui, en rappelant quelques points forts de hier. 3 ou 4 informations punchy, comme disent les Américains, donc il faut retenir à propos du nucléaire. La première, c'est le bilan carbone du nucléaire. Vous voyez à droite la flèche rouge, nucléaire, vent et hydraulique, c'est au même niveau. Production de CO2 par kilowattheure pratiquement nulle, hein, bien entendu comparé au charbon, à la biomasse, etc. Première nouvelle punchy. Deuxième nouvelle punchy, peut-être encore plus importante, l'utilisation du terrain. Vous voyez là en haut à droite, le nucléaire, le petit cercle bleu, et puis on passe au gaz, au charbon, au solaire photovoltaïque, au vent onshore, à l'hydraulique et à la biomasse. Ça, c'est peut-être, à mon avis, l'argument principal pour favoriser le nucléaire. Un petit espace comme Douvres ou comme Tihange vous fournit la moitié de l'électricité de la Belgique. C'est bien simple. Donc, faites vos calculs, hein, quand on parle de Princesse Elisabeth et d'autres installations magnifiques, il n'y a aucun doute, mais au point de vue espace occupé, c'est quand même un autre ordre de grandeur. Plusieurs ordres de grandeur différents d'ailleurs. 10, 100, 1000. Autre information intéressante, l'utilisation de matériaux pour le nucléaire, là en bas à gauche, béton, acier, aluminium et cuivre. Le nucléaire est de nouveau champion, hein, là à gauche, dans l'utilisation de ces 4 matériaux de base. Ensuite vient le solaire, le vent, l'hydraulique, qui est très intéressant au point de vue électricité, est malheureusement très grosse consommatrice de béton en particulier. Et puis viennent les autres sources. Troisième nouvelle punchy, les coûts externes. Quand on fait une étude économique sérieuse des différentes sources d'énergie, sérieux ça veut dire quand on internalise les externalités, donc quand on intègre le coût du raccordement au réseau, le coût des batteries, du pompage-turbinage, de la gestion de la demande, de tout ce qu'on a imaginé, entre autres dans le CRM, pour compenser la non-pilotabilité du vent et du soleil. Quand on intègre tout ça, on arrive au résultat que vous voyez là de nouveau. Donc le coût total, interne plus externe des différentes sources d'énergie, gaz, charbon, sont ultra bon marché. C'est pour ça que le charbon reste dans le monde la source d'énergie pour l'électricité dominante de loin. Le gaz, c'est pour ça que en Europe en particulier, dans les pays où on veut se débarrasser du nucléaire et du charbon,
on se rabat sur le gaz, c'est extrêmement intéressant au point de vue coût total, et puis vient le nucléaire qui est extrêmement intéressant aussi, et le vent, que ce soit sur terre, sur mer, le photovoltaïque, résidentiel et commercial, ce sont des coûts exorbitants quand on intègre, je répète, les externalités dans son étude économique. Et ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Quand on donne dans les journaux le prix du vent ou du soleil aujourd'hui, on oublie des externalités. On vous parle, et c'est correct, hein, on vous parle du coût du panneau solaire qui en effet a dégringolé depuis 20 ans, c'est tout à fait vrai, mais ça ne reflète pas la réalité. Le coût de l'énergie d'origine solaire ou éolienne doit intégrer toutes les externalités, en particulier tout ce qu'il faut pour compenser la non-pilotabilité de ces sources. Donc ça, c'est en gros ce qu'on a raconté hier. Alors, génération 4, qu'est-ce que ça veut dire? On va travailler sur le recyclage. Donc, le nucléaire, comme toutes les autres industries, bien entendu, est très conscient, est très volontaire dans son désir de rendre son économie, son industrie circulaire. Circulaire au sens des matériaux et des énergies utilisées. Il n'y a pas que la circularité des matériaux, il y a aussi les énergies utilisées. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur l'uranium 238. Vous voyez le rectangle jaune au milieu. Le 238 existe à 99,3% dans la nature. Le 235 n'existe qu'à 0,7% dans la nature. Dans les générations 1, 2 et 3 de nucléaire, on n'utilise que du 235 qui est fissile. On n'utilise pas le 238 parce qu'il n'est pas fissile, il est fertile. Fertile, ça veut dire que sous certaines conditions, on peut le rendre utile. Et cette condition, c'est les neutrons rapides. Donc on va, dans génération 4, travailler avec des neutrons rapides. On ne freine pas les neutrons, il n'y a pas de modérateur. On envoie les neutrons, dès qu'ils sortent de la fission, sur leur cible, et en particulier sur l'uranium 238, qui se transmute, c'est une transmutation au sens propre du terme, en plutonium 239, qui lui est fissile. Donc, de nouveau, en deux mots, le grand intérêt au point de vue durabilité de génération 4, c'est qu'on utilise les 99,3% d'uranium qui étaient jusqu'à présent jetés, on les utilise, on les fertilise, on les rend fissiles en utilisant des neutrons rapides, et donc qui les transforme en 239 qui est fissile. Donc du coup, vous voyez le carré jaune à droite, du coup on peut recycler 96% du combustible usé, 96% qui était jusqu'à présent jeté. Il y a 4% qui sont inutilisables, qui sont les produits de fission proprement dit, qui sont le barium, le krypton, certains produits d'ailleurs très utiles pour la recherche médicale, mais qu'on n'a aucun intérêt à recycler. Tandis que les 96%, c'est le 238 et le 235 qu'on récupère dans les combustibles usés. Donc on est vraiment dans cette logique moderne du recyclage, réduire, réutiliser, recycler, et bien sûr il y a toujours des déchets, il n'y a aucune industrie humaine, aucun corps vivant d'ailleurs non plus, qui n'a pas un minimum de déchets. Mais ces déchets sont énormément réduits, comme on verra plus loin. Alors, génération 4, on l'a dit, c'est ce groupe autour des laboratoires de recherche qui a lancé cette idée dans les années en 2002. L'IAEA, de son côté, avec le programme INPRO, a lancé une initiative semblable qui était focalisée plutôt sur les utilisateurs. Donc, c'est assez intéressant de voir la complémentarité de GIF, qui sont les développeurs, les constructeurs, si vous voulez, et INPRO, IAEA, qui sont les utilisateurs. Et donc il y a cette double logique qui se rencontre une ou deux fois par an, où les constructeurs, les concepteurs comprennent les besoins des utilisateurs. C'est une très belle dynamique qui fonctionne depuis 20 ans. Génération 1, 2, 3 et 4. 1, c'est fini, il n'y a plus personne qui utilise ça aujourd'hui. 2, la plupart des réacteurs, il y en a 440 dans le monde aujourd'hui, 95% c'est encore génération 2, double dianche c'est génération 2, c'est-à-dire
les réacteurs qui sont nés après la première crise pétrolière, quand on s'est dit, aïe, le prix du baril est monté de 1 à 3 euros, ce qui à l'époque était catastrophique. On doit changer de paradigme énergétique. Maintenant, on est à la génération 3, EPR, AP1000, un concept coréen aussi, un concept chinois qu'on a vu hier. Donc on est dans cette évolution 1, 2, 3, et génération 4, c'est de ce dont on parle hier et aujourd'hui, c'est cette technologie disruptive qui consiste à utiliser des nouveaux matériaux, des nouveaux caloporteurs, une nouvelle conception de la sûreté, vraiment une innovation dans tous les domaines. Voilà les 4 critères qu'on a utilisés pour sélectionner les centaines de projets qu'on a eu à l'origine sur notre table. On a dit, on va voir dans quelle mesure ces projets respectent les critères de durabilité, sûreté, économie et non-prolifération. Ce sont les 4 critères fondamentaux qu'on a évidemment subdivisés en plusieurs sous-critères et qui encore aujourd'hui sont la base de tout développement de génération 4. Voilà la photo de famille, les 6 réacteurs de génération 4 qui ont été sélectionnés peu après 2002. Sodium, plomb, gaz, très haute température, supercritique et sel fondu. On va voir tout ça aujourd'hui un peu plus en détail. Hier, j'ai parlé de cet aspect-là qui est, je crois, très important au point de vue sociétal. Derrière nous, il y a bien sûr, il n'y a pas que des ingénieurs ou des techniciens, il y a une société qui, elle, est très difficile à gérer, d'abord difficile à comprendre. Ici, c'est une étude de Boston Consulting qui a essayé de comprendre ce qui se passe dans la tête de nous tous. Qu'est-ce que nous voulons? Tout et son contraire. Nous voulons des coûts minimums, des prix stables, de la compétition, pas de nucléaire, pas dans mon jardin, indépendance énergétique, pas de CO2 et garantie d'approvisionnement énergétique. Donc, c'est le jeu d'hier, une équation à 8 inconnus, on sait bien ce que ça donne. Étienne Klein, je le répète, parce que pour moi c'est vraiment un philosophe des sciences et en plus de ça, un expert des matériaux de premier plan. Nous n'avons pas encore pris la mesure de la contradiction douloureuse entre des prix de l'énergie trop élevés sur le plan social et trop bas sur le plan environnemental. Alors, à quel tarif payer vraiment l'énergie? On en sort de cette crise, avec l'électricité à 300 € le mégawattheure en l'automne dernier. Comment fixer le prix de l'énergie? La tension entre liberté individuelle et collective sera l'enjeu éthique le plus important du XXIe siècle. Je trouve que c'est des choses à méditer et je suggère d'écouter régulièrement Étienne Klein, qui est vraiment remarquable dans toutes ses interventions. Vous êtes pour l'énergie nucléaire parce que vous pensez aux émissions de CO2. Vous êtes contre l'énergie nucléaire parce que vous pensez aux déchets radioactifs. C'est la question qu'on a posée aux Belges il y a une dizaine d'années, dans tous les journaux, dans tous les abribus. Il y avait des questionnaires de ce genre-là. C'était une campagne de sensibilisation très bien pensée. On ne vous martelait pas un message qu'il fallait croire noir sur blanc. On vous faisait réfléchir. La Commission européenne a traité cette question de façon tout à fait autoritative, si je peux dire. L'année dernière, en mars 21, un groupe d'experts s'est réuni, a fait une étude, pendant ça a duré 1 an, pour conclure que le nucléaire peut en effet faire partie des investissements verts. La transition verte, le fameux Green Deal, qui jusqu'à présent ne finançait que des énergies alternatives, des énergies éoliennes et solaires, a maintenant inclus officiellement le gaz et le nucléaire. Comme le nucléaire, bien entendu, comme l'électricité non carbonée, et le gaz, parce qu'entre-temps, il faut quand même bien résoudre le problème d'ici 25 ans, 2050, quand on sera au zéro carbone. Donc c'est un message et une conclusion très importante au point de vue légal. Le nucléaire et le gaz font partie des investissements verts. Ça veut dire que tout investisseur a droit à des taux d'intérêt très bas.
contrairement au pétrole et au charbon qui, eux, sont bien entendu exclus de cette fameuse taxonomie. Les 4 critères, je les ai déjà répétés: durabilité, en particulier l'utilisation maximum de la ressource naturelle qui est le 938, sûreté et fiabilité, là, en particulier, qu'est-ce qui est assez sûr? Il y a une limite dans l'amélioration de la sûreté. La sûreté, comme on dit, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Donc, on va voir comment Génération 4 a repensé sa méthodologie de validation, d'estimation de sûreté pour arriver quand même à un maximum. Socio-économique, comment intégrer les coûts internes et externes, je l'ai déjà dit au début, dans une estimation globale de toutes les sources d'énergie. Tout fossile, nucléaire et renouvelable devrait internaliser les coûts externes. Soit dit au passage, le nucléaire le fait déjà, puisqu'il y a les provisions pour le démantèlement et le stockage en enfouissement géologique profond, le fameux fonds SILATOM qui est à 12 milliards pour le moment, donc depuis 40 ans, Electrabel met quelques centimes par mégawattheure de côté dans un fonds qui sera utilisé lorsqu'on prendra enfin une décision pour le stockage souterrain. Non-prolifération, comment empêcher, détecter et éliminer les armes de destruction massive et les menaces d'agression terroriste. C'est un souci, bien entendu, de la communauté nucléaire aussi. Au passage, je fais la publicité pour une encyclopédie qui vient de sortir, qui est d'ailleurs ici, et qui vous donne un aperçu général très technique de tout ce qui se passe dans le domaine de Génération 4. Alors, la grande question à propos de durabilité, c'est le plutonium. Est-ce que le plutonium est un déchet ou un actif? Est-ce que c'est un déchet ou quelque chose d'utile? Ça, c'est une question qui a partagé la communauté internationale depuis 40 ans, depuis Carter aux États-Unis. Le plutonium est en fait un actif. C'est une source d'énergie, une ressource d'énergie remarquable. Elle peut être fissionnée et produire des quantités énormes, en particulier des 10 mg pour chaque kilowattheure d'électricité. Et en plus de ça, si on le fissionne, on le supprime, et donc on empêche toute mauvaise intention avec le plutonium. Donc il faut absolument redonner au plutonium la valeur qu'il a. Le plutonium est une source d'énergie incomparable. Ici, une comparaison assez classique. 1 gramme de plutonium vaut 1 tonne de pétrole. Et donc, Génération 4 en particulier fissionne du plutonium beaucoup plus facilement d'ailleurs que Génération 1, 2 et 3. Voilà, je rappelle ici comment ce plutonium se forme. Vous avez un neutron qui rentre dans un noyau de 235. Ce noyau se casse en 2 éléments. Ici, rubidium et silicium, mais il y a presque tout le temps que Mendeleïev se retrouve quand on fissionne à 235. Et de temps en temps, il n'y a pas une fission, il y a une transmutation. Il y a un neutron qui va rentrer dans un 238 qui, lui, se transforme en plutonium 239. Et c'est ça qu'on vise dans les réacteurs rapides. On vise cette probabilité de ne pas avoir de fission, enfin de ne pas avoir uniquement de fission, parce qu'elles sont bien entendu utiles, mais d'avoir aussi et de favoriser cette transmutation de 238 qui absorbe un neutron. Le neutron dans le 238 ne casse pas le 238, surtout quand il est rapide, mais il le transforme en 239. 2 photos ici assez historiques. À gauche, le projet Phénix, qui n'est pas un projet, qui est un réacteur français qui a très bien fonctionné pendant des années, qui a produit 24 TWh, c'est quand même non négligeable. Super Phénix, lui aussi, un très beau projet, 7,5 TWh dans les années 90, qui a été abandonné pour des raisons purement politiques, tandis que Phénix a été abandonné seulement parce qu'il était devenu trop vieux.
À droite, une photo d'un réacteur rapide russe. Vous voyez comme il est tout petit. Les cœurs au plutonium, les cœurs de rapide sont tellement petits qu'ils passent inaperçus dans une photo comme ça. C'est ultra concentré comme puissance en mégawatts par mètre cube. Là, ça c'est juste une photo, mais tous les autres réacteurs ressemblent à ça aussi. Alors un réacteur rapide, les neutrons rapides, vous pouvez les contrôler de deux façons. Pour faire du réacteur soit un surgénérateur, donc vous produisez à ce moment-là plus de matière fissile que vous en avez mis. Hein, ça semble contre-intuitif hein, en physique, mais c'est la transmutation dont je vous ai parlé. Ou alors vous en faites un brûleur, hein, selon le taux de conversion, selon le réglage que vous faites dans votre réacteur, et à ce moment-là, vous détruisez plus de matière fissile que vous n'en créez. Pour le moment, on est bien entendu dans la logique de brûler le plutonium plutôt que de le surgénérer. Voilà pour les physiciens le graphique de section efficace de fission. Vous voyez les neutrons thermiques moins que 10 électronvolts à gauche. C'est là que se passe la fission du 235 et du 239. Les neutrons rapides à droite, plus que 1 et même 10 MEF, là on est dans le domaine du 238 et on reste dans le domaine du 239. Donc c'est la grande différence que je vous ai expliqué en mots. Ici c'est le graphique. Pourquoi on a intérêt, dans certains cas, à travailler avec des neutrons rapides, donc avec des neutrons thermiques. On évite bien entendu la zone de résonance, parce que là c'est le chaos total. On travaille loin en amont ou loin en aval pour ne pas tomber dans cette zone de résonance. Voilà juste un autre graphique qui montre le flux neutronique, donc combien de neutrons par centimètre carré par seconde dans le réacteur thermique à gauche, dans le réacteur rapide à droite. Les rapides ont des flux neutroniques beaucoup plus rapides, c'est le mot rapide qui est intuitif, bien entendu. Ça veut dire en particulier un grand avantage en économie de neutrons. Chaque fission provoque presque 4 neutrons, alors que dans les réacteurs thermiques à gauche, on n'a que 2 ou 3 neutrons. Donc les rapides sont plus intéressants aussi en ce qu'on appelle l'économie de neutrons. Ils ont les autres avantages qu'on a aussi cités. Voilà les paramètres de génération 4. Vous voyez en jaune les réacteurs à eau, et puis à droite tous les réacteurs, les 6 réacteurs de génération 4 dont j'ai déjà parlé. Puissance électrique, réfrigérant, modérateur, pression, température et densité de puissance. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est le caloporteur, le réfrigérant, est différent de l'eau, sauf dans le cas du supercritique. Hélium permet de monter en température, vous voyez, jusqu'à 1000 degrés. Le sodium permet de monter jusqu'à 550 degrés. L'eau, c'est un réacteur rapide d'un type un peu particulier. Le gaz, hélium, permet de monter à 850 degrés. Le plomb, lead phase réacteur, monte à 570 et le sel fondu monte à 800 degrés. Donc on est là dans cette nouvelle logique aussi, qui est très intéressante pour beaucoup d'industries qui cherchent de l'enthalpie à haute température, en particulier tout ce qui est ciment, verre, hydrogène, pour beaucoup de chimie aussi, pour production de gaz, etc., a besoin de température au-delà de 500 degrés, ce qu'on ne pouvait pas faire avec nos petits 320 degrés des réacteurs à eau. On peut faire juste de la dessalination, c'est une étrange qu'on n'a jamais fait avec les réacteurs d'aujourd'hui, mais avec 325 degrés, on peut rien faire d'autre que de la dessalination. Avec les autres réacteurs, on fait bien plus, et donc la chaleur décarbonée, donc nous on rêve, à très haute température, elle s'obtient avec génération 4 en mode cogénération. Bien sûr, tout ça a un prix, en particulier les matériaux. Je représente en bas à gauche, en trait schématique,
le problème des matériaux, c'est toujours une compétition entre la ductilité et la fragilité, toughness et ductility. Donc, sous bombardement neutronique, les matériaux cassent leur structure, leur matrice d'origine et deviennent fragiles. Donc ça, c'est le grand défi des matériaux dans génération 4, puisqu'on monte à des très hauts flux neutroniques, il y a beaucoup d'endommagement des matériaux. C'est, à mon avis d'ailleurs, le défi le plus important de génération 4, et la fusion, c'est encore pire, si on peut dire. Les matériaux ne sont pas encore mûrs pour une exploitation industrielle. Ça veut dire qu'il faut pouvoir souder, il faut pouvoir étirer, il faut pouvoir couper sur des dizaines de mètres, ce qui est typiquement tout différent des beaux essais en laboratoire que l'on connaît tous. Alors, on va approfondir un peu la durabilité, utilisation efficace du combustible et réduction des déchets. Donc, combustible, j'ai déjà dit, 238 devient maintenant la priorité. On exploite à fond la ressource naturelle uranium. On ne jette plus à la poubelle, pour ainsi dire, 99,3%. Enfin, quand on a enrichi, c'est quand même 96%, mais c'est déjà pas mal. Gestion des déchets, on va réduire la chaleur résiduelle, la radiotoxicité et la radioactivité des déchets, et en particulier la séparation chimique et la transmutation comme technique typique de MIRA. Alors voilà ce qui se passe dans un réacteur, avec une tonne d'uranium à gauche en bas, 238 à 95% quand il est enrichi de façon standard, un petit paquet de 235, il passe 3 ans dans un réacteur et il en sort des produits de fission. Donc pour une tonne au départ, 34 kg de produits de fission, 10 kg de plutonium et quasi 1 kg d'actinides mineurs. Et c'est ça le souci aujourd'hui, c'est comment gérer ces déchets, en particulier le plutonium et les actinides mineurs. Les actinides mineurs, ce sont ceux, neptunium, américium, curium, ce sont ceux qui sont responsables de la durée du stockage géologique, qui va jusqu'à 300 000 ans. On les réduit, on les transmute, on les fusionne en des éléments qui sont pratiquement anodins. On gagne un facteur 1000. De 300 000 années, on arrive à 300 années, ce qui est un progrès énorme. Qui produit du uranium dans le monde? Ça, c'est une discussion qu'on voit dans les journaux aussi. 3 pays essentiellement, Kazakhstan, Canada et Australie. Donc il n'y a pas de souci à se faire là. On voit parfois des cris d'alarme dans les journaux. On a des fournisseurs fiables de uranium, ce qui n'est pas le cas en pays du gaz et du pétrole, bien entendu. On le sait trop bien. Qui fabrique du combustible dans le monde? Les Français et les Américains, Framatome, Orano. Les Américains, Global Nuclear Fuel. Westinghouse des Américains, et bien sûr les Russes. Donc ça, c'est une réalité. Il faut savoir que 20% du combustible est fabriqué, l'uranium ne vient pas, mais le combustible est fabriqué en Russie, surtout celui qui est enrichi. Ça, c'est une des discussions aujourd'hui. Les industriels européens, d'urgence, et américains bien sûr, sont en train de combler l'embargo, parce qu'on a arrêté cette livraison de combustible russe également. Donc il y a une très grosse activité du côté des industriels fabricants de combustible en Europe et aux États-Unis. Les déchets radioactifs, rappelons des choses qui sont assez connues. Le volume total des déchets, catégorie A, B et C, comme on dit en Belgique, c'est la même chose dans tous les pays, c'est une boîte de soda, une boîte de coca, à 2 kg par personne par an, tous déchets confondus. Les déchets hautement radioactifs, c'est 5 grammes, en gros c'est des ordres de grandeur bien sûr, c'est-à-dire à un diamètre. Donc on peut facilement faire le calcul en une année de Tihange et Doul par exemple, ou d'autres situations, combien de déchets ça fait énormément moins que les industries, que les déchets toxiques des industries. C'est des choses qui sont bien connues, mais qu'il faut rappeler. Alors, on va s'arrêter 2 minutes sur ces fameux déchets. Qu'est-ce que c'est? Il y a des déchets
de court terme et de long terme. Hein. Court terme, ça veut dire moins que 30 ans, long terme, ça veut dire plus que 30 ans, de demi-vie. Vous savez que le nucléaire, par définition, décroît. Hein, c'est la loi naturelle de décroissance de tous les radioisotopes. Ce qui nous intéresse, c'est 3 caractéristiques des déchets. La chaleur résiduelle, donc la chaleur produite par cette décroissance radioactive, qui est naturelle, qui se passe tous les jours autour de nous. Nous-mêmes, on est plein de potassium et de carbone 14 qui décroissent en nous en permanence. Évidemment, dans les déchets nucléaires, c'est un peu plus. Radiotoxicité et radiologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a sa petite photo. La chaleur produite dans un réacteur, ou plutôt dans un stockage de combustible usé sur une échelle de 1200 ans, on voit comment le curium, en pourcentage, l'américium et le plutonium se comportent. Hein, tout ça, en termes de pourcentage, évolue au cours du temps, et donc on doit, dans la gestion moderne, c'est-à-dire génération 4 des déchets, on doit anticiper cette évolution sur des siècles. Tout à fait à gauche, vous avez les produits de fission, FP, qui ont une durée de vie très courte. C'est pour ça qu'en pratique, on ne va pas se fatiguer à les éliminer, on attend simplement que leur décroissance naturelle opère leur disparition. Donc ça, c'est la chaleur produite par les déchets nucléaires qu'on laisse soit en dépôt transitoire en surface, soit bientôt, j'espère, en stockage souterrain. La radiotoxicité, là, la même photo, mais c'est une évolution un peu différente. L'américium, le plutonium et le curium interagissent de façon différente, en termes de pourcentage, sur 1200 années toujours. Et maintenant, la photo de la radioactivité, de nouveau, américium, plutonium et curium, hein, tous les trois sont, si vous voulez, toujours en complémentarité, si on veut dire, mais avec des évolutions différentes. Et donc c'est ça qui est le but de la gestion génération 4 des déchets. On supprime le curium, l'américium et le plutonium. Donc on reste avec des déchets qui sont, je l'ai déjà dit, d'une durée de 300 ans et non plus de 300 000 ans. C'est un progrès énorme. MIRA, ce projet belge qui est absolument fabuleux, vise à faire ça. MIRA va détruire le curium, l'américium et le plutonium en un temps record. Record à toute proportion gardée, bien entendu. Alors, la gestion du combustible, il faut la voir avec un peu de recul. Pour ça, c'est intéressant de voir ce que font les Français. Les Français ont un plan national, bien français, bien structuré, c'est absolument remarquable, il faut dire. 3 approches pour le combustible nucléaire français. Numéro 1, c'est la séparation-transmutation, donc c'est ce qu'on appellerait chez nous MIRA. Le numéro 2, chez les Français, c'est le stockage en enfouissement géologique profond, à 300 mètres, 600 mètres de profondeur. Il se pose encore toujours la question de la réversibilité. Est-ce que oui ou non, il faut garder une porte d'entrée dans ce stockage ou est-ce qu'il faut le fermer complètement? En Belgique, on a décidé de le fermer. Je crois que c'est beaucoup mieux que de le laisser réversible. Troisième approche, l'entreposage de longue durée, dans l'espoir que les générations futures de chercheurs vont trouver une nouvelle technologie de rupture pour traiter rapidement tous ces déchets nucléaires. En Belgique, on a retenu que les axes 1 et 2, le partitioning and transmutation, séparation poussée et transmutation, et le stockage souterrain. Et ça, c'est stockage souterrain est d'ailleurs l'objet d'une consultation populaire très intéressante lancée par la Fondation Baudouin. J'en ai parlé hier, j'en reparlerai aujourd'hui en fin d'exposé. Voilà une image claire de l'axe 1, donc séparation, transmutation. Drapeau français là pour montrer comment eux, de façon très imagée, ont conçu leur séparation-transmutation. Vous voyez en haut à gauche
la filière actuelle en France qui est de ne recycler que le plutonium et l'uranium-235. Ils vont rajouter à ça la boucle du bas, qui est une boucle de transmutation-séparation. Donc, la Hague, pour faire court, qui gère les déchets français de façon remarquable, c'est une usine qui tourne comme une orange suisse. La Hague produit aujourd'hui du plutonium et de l'uranium-235 et jette des produits de fission et des actinides mineurs. L'idée de la transmutation et séparation, c'est de récupérer les actinides mineurs dans la sortie de la Hague, si vous voulez, les retraiter dans une autre usine chimique pour en faire un combustible mixte au sens plutonium et actinides mineurs qui va être utilisé dans le réacteur rapide. C'est exactement ce que fait MIRA en Belgique aussi. Sauf que MIRA a déjà débuté. MIRA, comme vous savez, l'État belge a mis 1 demi-milliard là-dedans et MIRA est en cours de construction. Il n'a pas encore fonctionné, mais il est tout à fait réel. Voilà une photo assez claire du stockage souterrain, donc en couche géologique profonde. Chez nous, en Belgique et en France, on a de l'argile. En Belgique, on a la chance d'avoir de l'argile molle, donc de l'argile qui épouse facilement toute déformation du terrain, si jamais il y a un tremblement de terre ou quoi que ce soit. En France, c'est de l'argile plutôt rigide, une argile différente, mais ça reste un matériau très intéressant puisque l'argile ne fait pas passer l'eau et montre que cette structure géologique est solide. D'autres pays qui n'ont pas la chance d'avoir de l'argile, mais ont autre chose, comme le granit en Suède et en Finlande, ont choisi d'enfouir leurs déchets radioactifs dans du granit. Et d'autres pays encore, comme l'Allemagne, ont du sel, ce qui est très intéressant aussi, parce que là où il y a du sel, ça veut dire que l'eau n'est jamais passée depuis des centaines de millions d'années, donc on peut y mettre ce qu'on veut à condition de tenir compte de la corrosion, bien entendu. Troisième option, ça c'est l'option uniquement en France, c'est le stockage, le conditionnement des déchets en surface. Donc pendant des siècles et des siècles, on laisserait ces déchets en surface dans l'idée que quelqu'un pourrait les utiliser dans un bon terme, récupérer tout ce qui est fissile pour d'autres applications nucléaires. Ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas en Belgique, à juste titre, parce que c'est la porte ouverte à des intentions malveillantes. Donc voilà, en résumé, les trois approches pour les cycles du combustible. D'abord, one through, donc c'est l'approche classique d'aujourd'hui. On laisse le combustible pendant 3 ans, 3 fois 1 an en fait, parce qu'il circule dans le réacteur, dans le cœur du réacteur. Après 3 ans, on l'enlève et on met en stockage provisoire ou en stockage géologique profond les assemblages de combustible tout entiers. Première approche. Deuxième approche, l'approche française, je l'ai déjà dit, à La Hague, qui est une usine modèle dans le monde, d'ailleurs il y en a très peu dans le monde. On ne jette pas, pour ainsi dire, tout l'assemblage, on le retraite de façon chimique pour en retirer le 235 et le plutonium 239. Et génération 4 va encore un point plus loin. Génération 4 dit, moi je prends le plutonium, l'uranium 235 et les actinides mineurs, les fameux curium, américium et neptunium, parce que c'est ceux-là qui me donnent la longue durée du stockage souterrain. Vous voyez là en bas à droite, 300 000 ans pour l'approche linéaire, 30 000 ans pour l'approche française, 300 ans pour l'approche MIRA, si on peut dire, pour l'approche séparation, transmutation. Donc ça c'est vraiment un des atouts majeurs de génération 4. On réduit d'un facteur 1000 la durée du stockage souterrain. Alors voilà quelque chose qu'il faut absolument se mettre en tête. Les Finlandais, dans 2 ans, en 2025, vont commencer à enfouir leur combustible dans leur stockage souterrain. Donc il y a un pays au monde qui a eu l'intelligence et
et la finesse politique, parce que tout ça se discute bien entendu au Parlement, de dire voilà, maintenant, on a construit notre stockage souterrain. Vous voyez les grandes boucles à droite, ce sont des dizaines de kilomètres dans lesquels passent des camions. C'est pas juste un petit trou, un puits d'eau. C'est une construction énorme dans le granit finlandais. Il y a, je l'ai dit, des dizaines de kilomètres là-dedans, et on va commencer dans 2 ans, les Finlandais, avec, il faut le dire aussi, le feu vert de Greenpeace Finlande. Il y a quand même un Greenpeace au monde qui réfléchit. Greenpeace Finlande, c'est une interview officielle il y a quelques années de Greenpeace Finlande, a dit de grâce, dépêchons-nous, envoyons ces déchets nucléaires le plus rapidement possible à 300 mètres de profondeur dans le granit, et comme ça on n'en parle plus. Donc bravo les Finlandais, c'est absolument remarquable. Ils sont passés à l'action. Ce n'est plus des plans, des discussions, des rapports d'études, c'est du réel. Ça vient d'être annoncé il y a quelques semaines de façon tout à fait officielle. Évidemment, c'est un processus qui va durer des dizaines d'années. Tout ce qui a été accumulé depuis 40 ans doit être mis dans ce stockage souterrain. Ça ne se fait pas en quelques semaines, ça durera des années. C'est très bien organisé, c'est très bien monitoré. Il y a à la mode scandinave, vraiment là derrière, il faut le dire, une technologie et un accord politique, les deux sont nécessaires, absolument remarquables. Tout ça est passé par le Parlement. La Finlande est une démocratie modèle, il ne faut pas le répéter. Donc il y a absolument consensus général à ce sujet-là. Voilà l'approche française, je l'ai déjà dit. On recycle le combustible en partie, en ce sens qu'on prend le plutonium et le 235, qu'on injecte alors dans du MOX. La Belgique, soit au passage, a été une des initiatrices du MOX dans le monde, ce combustible qui déjà à l'époque, dans les années 80, faisait un pas dans le sens de la durabilité. On récupérait le plutonium, on ne le laissait pas sur le côté, on le récupérait dans un nouveau type de combustible qui s'appelle le MOX, Mixed Oxide. Voilà ce qu'on vient de dire en termes de tableau de Mendeleïev. L'uranium 238, vous le voyez là, fertile. On va, avec des neutrons rapides, le transformer en du plutonium fissile 239. Vous voyez les 3 fiches, les 3 flèches. Problème, on est tout près du curium, de l'américium et du neptunium dont on a parlé. Donc, c'est ça tout le problème qu'on a déjà évoqué. On est dans le coin de Mendeleïev de l'uranium, si vous voulez. Beaucoup de gens rêvent, il y en a un qui est d'ailleurs toujours dans ce genre de conférence, beaucoup de gens rêvent du thorium, qui est en effet une alternative très intéressante, le thorium 90, enfin le thorium 232, qui, sous bombardement rapide, sous flux neutronique rapide ou lent, peut devenir de l'uranium 233 fissile, est une autre approche, un autre coin du tableau de Mendeleïev, qui est très loin du curium, de l'américium et du neptunium. Donc là, il y a en effet pratiquement pas d'actinide mineur qui nous gêne. Mais le thorium est un cycle très compliqué, on ne peut pas le mettre en route de façon aussi rapide que l'uranium, pour lequel il y a des 18 000 ans, 18 000 réacteurs années d'expérience. Le thorium, il y a juste quelques dizaines d'années de réacteurs d'expérience, surtout chez les Indiens. Les Indiens, comme vous savez, n'ont pas signé le traité de non-prolifération. Ils ont tout développé eux-mêmes, ils sont très très forts, et ils ont, eux, focalisé une partie partout sur le cycle du thorium. Voilà de nouveau un graphique choc, dans le bon sens du terme, qui vous montre les réserves de charbon, de gaz, de pétrole, d'uranium aujourd'hui, l'uranium 235, l'uranium demain, quand on utilisera les réacteurs rapides, génération 4, on a un facteur 50. Puisque, je l'ai déjà dit, on utilisera le 238 et non plus uniquement le 235. C'est un saut colossal dans le temps. On a, en schématisant un peu, on a 2500 années de réserve d'énergie
si on passe au neutron rapide dans l'uranium. Ce qui est évidemment tout à fait remarquable. Et ce qui est très utile, je l'ai mis en haut, comme énergie de stock à long terme, puisqu'on aura beaucoup d'énergie de flux, j'en ai parlé hier, le flux c'est tout ce qui est non pilotable, il faut toujours accompagner les énergies non pilotables d'énergies pilotables, et le nucléaire en particulier, puisque le gaz, le pétrole et le charbon vont disparaître, le nucléaire en particulier reste la seule énergie, alors avec l'hydraulique bien entendu, la seule, mais l'hydraulique, tout le monde n'a pas les belles montagnes de Norvège et de France et d'Italie, le nucléaire restera la seule énergie pilotable, non carbonée, nécessaire pour compenser la non-pilotabilité des renouvelables. Voilà de nouveau le graphique, je vous l'ai montré, le stockage souterrain qui passe de 300 000 ans à 300 ans, accroissement d'énergie facteur 50, je viens de montrer, réduction du temps dans le stockage souterrain facteur 1000, 300 000 à 300, et bien entendu, de façon assez logique, réduction du volume à un facteur 100. Donc vraiment un gain extrêmement intéressant en termes de durabilité lorsqu'on passera à génération 4. Voilà de façon un peu plus technique les performances des réacteurs à neutrons lents en rouge, PWR, et des réacteurs rapides en bleu. Vous voyez que le bleu consomme beaucoup plus les américium, curium, neptunium, tous ces bâtiments dont on veut se débarrasser. Ce qui est encore mieux, c'est l'ADS, Accelerator Driven System, ça c'est MIRA. Donc quand on a un réacteur non pas autonome, mais un réacteur activé par un accélérateur de l'extérieur, dans le cas de MIRA, c'est 500 mA de protons qui vont collisionner contre la surface de plomb-bismuth, générer les neutrons nécessaires à l'auto-entretien de la réaction, et donc on a ainsi une performance en termes de transmutation d'actines mineures encore supérieure aux générations 4 classiques. Le retraitement dans génération 4 aussi, vous voyez que R c'est le réacteur, T c'est le retraitement. On va désormais prendre l'uranium et le plutonium ensemble, alors qu'à La Hague, dans l'approche de Purex, l'approche de retraitement actuel, on a deux lignes séparées, uranium d'un côté, plutonium de l'autre. On n'aime pas ça au point de vue prolifération, parce qu'il y a des gens qui sont évidemment intéressés par le plutonium. Désormais, on va grouper uranium et plutonium dans la même ligne, et donc plus personne ne peut utiliser ça. Et dans un pas ultime, on mettra ensemble uranium, plutonium et actine mineure, AM. Ça, ce sera quand le combustible de génération 4 sera tout à fait mûr. Donc ça, c'est au point de vue retraitement. Ce sont des choses qui sont étudiées au CEA en particulier, à un très grand laboratoire à Talente, dans le sud de la France, qui travaille là-dessus depuis 40 ans. Et voilà, en résumé, ce que je viens de dire. Purex, c'est le retraitement du combustible aujourd'hui. On va passer à des choses plus sophistiquées en termes de non-prolifération. Uranium-plutonium ensemble, uranium-plutonium actine mineure ensemble, soit de façon homogène, soit de façon hétérogène. Hétérogène, ça veut dire comme MIRA, on a un accélérateur extérieur qui vous envoie les protons, qui fabrique les neutrons, et tout ça est MIRA beaucoup plus efficace encore, ça détruit, ça transmute des dizaines de kilos d'actine mineure par TWh. Voilà un petit peu de publicité pour MOL. MOL, ce n'est pas assez connu, et encore aujourd'hui, et a toujours été un pionnier au niveau mondial, on peut le dire, dans le domaine nucléaire. Le premier réacteur production d'électricité sur le continent européen
était à Moll, BR3, à Westinghouse, dans les années 60. Moll a inventé le combustible MOX, j'en ai déjà parlé. Moll a développé le réacteur BR2, qui est encore en fonctionnement aujourd'hui, qui produit la moitié des radioisotopes du monde pour, en particulier, molybdène, lithium, tout ce qui est imagerie médicale, radiomédicale. La moitié des radioisotopes du monde viennent de ce petit réacteur belge, BR2. Hades, c'est le stockage souterrain. Moll, depuis 40 ans, a une galerie dans sa couche d'argile, dont j'ai déjà parlé, à 200 mètres de profondeur, qui étudie le comportement des combustibles usés en termes de chaleur, radioactivité et radiotoxicité, avec des simulants, bien entendu. C'est un laboratoire, tout ça. C'est des entreprises internationales, bien entendu, ce n'est pas que les Belges qui travaillent là-dedans. Moll a mis au point Guinevere il y a quelques années, qui est un mini-Mira, un petit réacteur à puissance zéro qui représente très bien, si vous voulez, mais c'est pas du papier, c'est un réacteur, ce que Mira va faire. Et puis Moll est en train de construire le Mira dont j'ai déjà abondamment parlé. Donc BR2, il est là en haut, Mira est en dessous. Mira est en fait le successeur de BR2. BR2, après 60 ans, a fourni des bons services. BR2, soit dit au passage, est un réacteur extrêmement original. On l'appelle parfois le réacteur spaghetti. Vous voyez, il a une forme de paquet de spaghetti qu'on aurait tordu, ce qui fait qu'au centre, il a un très haut flux, et en haut, il a un très faible flux. Il y a des anciens de Moll qui le savent très bien. Un réacteur conçu par l'ULB à l'époque, il faut se dire, tout ça sans ordinateur, sans la sophistication d'aujourd'hui, juste avec une règle de calcul. De Vogt et d'autres ont été des maîtres en l'occurrence. Donc BR2 est vraiment un petit bijou qui arrive à la fin de vie normale. Pour un réacteur 60 ans, c'est déjà pas mal. Mira va lui succéder. Mira va faire, avec des neutrons rapides, la même chose que ce enfin pas la même chose, mais mieux que BR2. Donc il va tester des matériaux avec des neutrons beaucoup plus puissants que BR2. Il va tester des matériaux utiles pour la fusion aussi, parce qu'on arrive à des énergies de neutrons qui sont proches de celles de la fusion. Mira va continuer à produire des radioisotopes, bien entendu, et du doping de silicium. Hein. Vous savez que les gaufres, les plaques de semi-conducteurs pour l'électronique de panneaux solaires en particulier, tout ça vient de dopage de silicium dans des réacteurs de recherche. Donc il y a énormément d'applications, même pour les renouvelables, avec des réacteurs de ce type-là. On fabrique tous les semi-conducteurs dont on a besoin. Voilà Mira, un accélérateur 300 mètres de long qui vous amène les protons sur la surface du réacteur. Grand avantage au point de sûreté aussi. Si on a moins de pépins, on arrête l'accélérateur et la réaction neutronique en chaîne s'arrête immédiatement. Mira est devenue une association sans but lucratif internationale depuis 2 ans. Donc Mira tourne maintenant comme une petite spin-off, si vous voulez, de Moll. Enfin, une petite, c'est pas le cas de le dire, mais au point de vue juridique, c'était la chose qu'il fallait faire, puisqu'il faut trouver des capitaux. Mira est en recherche de 1,5 milliard. Il faut trouver des capitaux qui ne peuvent pas entrer dans le capital de Moll, qui est une autre entité légale. Donc il a fallu monter une entreprise d'un autre type juridique, et tout ça fonctionne très bien, avec toujours le professeur Amit Abderrahim à la tête de ça, que beaucoup de vous connaissent bien entendu. Voilà une petite anecdote sympathique. En Afrique, au Gabon, existe une série de réacteurs naturels qui ont démarré il y a presque 2 milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 milliards d'années, l'enrichissement naturel du 235 était à 4%. Aujourd'hui, il n'est plus que 0,7%, c'est la décroissance. Il y avait de l'eau, il y avait le modérateur, il y avait tout ce qu'on voulait. Donc il y a dans cette vallée, en fait c'est une mine d'uranium que les Français exploitaient dans les années 60, on a trouvé 5 ou 6 mini-réacteurs naturels qui ont fonctionné pendant
des dizaines de siècles, à tout petit débit, bien entendu. Au total, ils ont quand même produit 15 TWh, ce qui n'est pas négligeable. 15 TWh, c'est un peu plus qu'un réacteur que double 4 ou que tirage 3. Et donc, pourquoi je le mets ici? Parce que cette découverte, c'est une histoire rocambolesque là derrière, on va pas raconter ça maintenant. Cette découverte montre que les déchets radioactifs sont restés confinés. Ce réacteur, bien entendu, c'est une façon de parler, cette réaction de fission naturelle a produit des produits de fission qui sont restés dans un périmètre tout à fait raisonnable, quelques dizaines de mètres, hein, base acide, tout ça a joué, ça s'est stabilisé, et c'est là depuis 1,7 milliard d'années. Donc c'est un message important pour ceux qui craignent que les déchets, que les isotopes les plus dangereux dans un stockage souterrain iraient envahir la Terre entière. C'est tout à fait faux. Voilà la preuve depuis 2 milliards d'années que la chimie, la géochimie fonctionne très bien et contient tout ça de façon très, très contrôlée. Alors, quelques mots sur la sûreté. La sûreté est, bien entendu, la chose principale, à mon avis, pour tout ce que nous faisons, pour toutes les entreprises industrielles. Que fait-on dans Génération 4? On va en dire 2 mots. D'abord, rappeler, ça c'est un graphique de Our World in Data, qui est un organisme à Cambridge qui est très intéressant, qui fait des statistiques sur tout ce que vous voulez, pratiquement. Bref, ici, c'est un de leurs derniers rapports sur what are the safest and cleanest sources of energy, hein, en termes, donc les plus sûrs en termes de morts accidentelles, et les plus propres en termes de gaz à effet de serre. Et là, leur graphique est indiscutable. L'hydro, le vent, le nucléaire et le solaire sont les champions, toutes catégories, dans ces 2 critères, hein, le nombre de morts par accident et la pollution en termes de CO2. Donc du coup, on peut en déduire a promising combination, hein, de nouveau, on est dans notre discours de guerre et d'aujourd'hui, il faut une alliance des renouvelables non pilotables avec le nucléaire pilotable. Voilà le graphique de sûreté que on a en tête en général quand on s'occupe de ce domaine-là. Probabilité d'un événement grave en ordonnée, accident en X, en abscisse, en l'occurrence par exemple le relâchement de césure 137, le risque au sens classique, c'est-à-dire la probabilité fois la conséquence, le risque c'est une parabole. Le but des études de sûreté, c'est de réduire cette parabole à 0, de ramener le risque négligible à une zone vraiment minimale par 2 approches: prévention, au sens anglais c'est ça que ça veut dire empêcher le phénomène de se produire, ou mitigation, une fois que le phénomène se produit, comment le confiner. Et donc toutes les études de sûreté ont cette double approche: comment empêcher un événement grave de se produire, et si jamais il se produit, comment en confiner les conséquences. Donc en 2 mots, c'est l'essence de tout ce qui est étude de sûreté. Alors ça se décline de façon un peu plus sophistiquée, bien sûr, en pratique. En particulier, les études de probabilité, ce qu'on appelle niveau 1, 2 et 3, où on étudie les probabilités de rupture du cœur, probabilité de relâchement grave de radioisotopes et probabilité de dommages sur la nature. C'est une approche très rigoureuse qu'on partage d'ailleurs avec d'autres domaines, avec l'aéronautique, avec les plateformes de pétrole. Ils ont aussi cette approche probabilistique très structurée. Bien sûr, l'étude de sûreté, c'est beaucoup plus complet que ça, en particulier WNRA. WNRA, c'est le gendarme du nucléaire en Europe. WNRA, Western European Nuclear Regulators Association. WNRA, depuis 2021, a sorti une nouvelle série de réglementations à laquelle s'accroche en particulier
c'est obligatoire. Doule, Tihange et les 104 réacteurs européens sont tous branchés sur les normes de WELRA pour tout ce qui est sûreté. C'est un nom qu'il faut avoir en tête, où WELRA, c'est du costaud. Alors, voilà par exemple quelque chose que WELRA a étudié. Juste après l'accident de Fukushima, l'Union européenne, en 15 jours, en 13 jours, le 24 mars 2011, a dit il faut d'urgence vérifier que tous nos réacteurs nucléaires puissent résister à des événements imprévus. Qu'est-ce que c'est l'événement imprévu? C'est des tornades, des chutes d'avions, des tsunamis, des tremblements de terre et des explosions chimiques. Et donc, tout ça s'est mis en place très rapidement. Les 104 réacteurs nucléaires européens ont dit oui, bien entendu, nous allons nous pencher sur la sûreté de nos réacteurs vis-à-vis de ces événements qui étaient imprévus. Jusqu'à présent, on n'avait jamais imaginé ce genre d'événement d'ailleurs pour n'importe quelle industrie. On va le faire et on va faire les modifications nécessaires à nos centrales pour démontrer qu'en effet, elles résistent à ces événements extrêmes. En moyenne, ça a coûté 100 millions par centrale en Europe, mais c'est de l'argent bien placé, bien entendu. Donc, pour montrer que la sûreté tire les leçons des événements extérieurs, même s'ils sont de l'autre côté de la planète, et fait les investissements nécessaires pour améliorer la sûreté constamment. Du point de vue légal, la même chose. La législation Euratom a été révisée en 2014 et a imposé une série d'obligations très sévères, en particulier une obligation unique au monde, qui est que la prochaine génération de réacteurs devra être tellement sûre qu'il ne faut plus de plan d'évacuation en cas d'accident. Donc l'Union européenne est la seule entité au monde qui prévoit une mesure de sûreté aussi sévère que ça. Et c'est une très bonne chose. Il y a un point important aussi dans cette nouvelle législation 2014, c'est l'importance de l'éducation et de la formation. Et ça, je cite au passage ENEN, qui est une association de toutes les universités européennes qui enseignent le nucléaire. Il y a 80 membres au total. Elles sont pratiquement toutes, 95% de toutes les universités polonaises, espagnoles, tout le monde est là-dedans, et travaillent ensemble à la formation des jeunes et des moins jeunes qui travaillent dans le nucléaire. Voilà en deux mots comment Génération 4 a repensé sa méthodologie pour la sûreté. Un des défis de Génération 4, ce sont ces nouveaux matériaux, nouveaux caloporteurs, nouveaux systèmes de sûreté. Donc il n'y a pas de base statistique. Une étude de sûreté, normalement, se fait sur un grand échantillonnage statistique. On fait des études d'arbres d'erreur sur des milliers d'événements qui se sont passés dans le monde, événements non graves, bien entendu. Pour Génération 4, on n'a pas cette grosse base statistique, donc on doit être très inventif. On a mis au point un nouvel outil qui est PIRT, Phenomena Identification Ranking Table. Donc, on met ensemble des experts et on leur pose des scénarios improbables, des scénarios d'accidents qu'on peut imaginer, et on leur demande leur avis, puisqu'à défaut de données concrètes, on ne sait pas, on n'a pas de base quantitative. On fait ce qu'on appelle une délicitation d'opinions d'experts, on mélange ça, pour faire rapide, avec des études déterministes et probabilistes, et on arrive en fin de compte à des chiffres, parce que tout le temps il faut quand même quantifier tout ça, à propos de Génération 4, à propos de nouveaux concepts pour lesquels, je répète, il n'y a pas de base statistique dans l'expérience industrielle. Voilà les défis qui restent encore pour les réacteurs rapides. Il y en a un paquet, c'est normal, il y a des défis dans tout développement, et on travaille là-dessus dans le cadre de Génération 4. Génération 4, les réacteurs rapides ont un souci,
dans le passé, qui a été résolu maintenant, c'était ce qu'on appelle la boucle de rétroaction positive. Quand le cœur d'un rapide se vide, la neutronique s'emballe, alors que dans le réacteur classique, dans le réacteur thermique, quand le cœur se vide, le réacteur s'éteint puisqu'il a perdu son modérateur. Mais s'il n'y a pas de modérateur, on ne freine pas les neutrons, on les garde rapides. Donc quand le cœur se vide, il y avait un problème à l'origine. Les Français en particulier ont mis au point un nouveau concept de réacteur extrêmement performant à ce point de vue-là, le réacteur Astrid, qui est un réacteur en sandwich. Ce sont des couches de fertile de fissile qu'on empile les unes sur les autres et qui au total rendent le réacteur à contre-réaction négative en cas de vidange du sodium. Donc c'est très intéressant, ça c'est de la recherche vraiment poussée à fond, de la physique neutronique poussée à fond et appliquée à une réalisation pratique. Malheureusement, les Français ont arrêté le projet Astrid pour des raisons financières, parce qu'ils ont mis la priorité sur EPR et sur SMR, sur d'autres réacteurs. Et donc, ce beau développement est pour le moment au frigo. Il n'est pas abandonné, mais il est mis au frais pour ressortir dans quelques années. Donc ça, c'est pour vous montrer le genre de recherche qu'on fait en neutronique. Hein. Il y a des matériaux, j'ai parlé, il y a la neutronique, il y a la thermohydraulique, les nouveaux caloporteurs. Il y a dans tous ces domaines, c'est ça, la beauté, je dirais, de la technologie nucléaire, c'est qu'on touche à tout. Il y a le contrôle d'instrumentation, il y a la non-prolifération, on en parlera. Il y a vraiment une multidisciplinarité, comme on dit aujourd'hui, qui est assez passionnante. Voilà, à propos de multidisciplinarité, les aspects de réglementation. Les Français en particulier, qui sont toujours à la pointe, bien entendu, dans ce domaine-là, ont émis déjà une série de rapports sur ce que doit être la sûreté de génération 4, qui sera en continuité, enfin la réglementation, pas la technologie, mais la réglementation sera en continuité avec la réglementation classique, et donc c'est assez normal. Les Américains vont beaucoup plus loin. Eux, ils ont déjà sorti des nouveaux codes. NRC, le français, c'est un code de recommandation. C'est des rapports d'études. Les Américains NRC a déjà sorti un paquet de réglementations, proprement dites, sur les réacteurs qui ne sont pas à eau. Donc, les réacteurs sodium, gaz, plomb, etc. Très intéressant. On peut voir comment déjà cet aspect-là se met en place. Il est évident que si une génération 4 doit démarrer de façon industrielle, il faut que les régulateurs donnent le OK, donc il faut une réglementation claire à ce sujet-là. GIF travaille là-dedans. Compétitivité économique, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Très important, évidemment, pour les investisseurs et pour le consommateur que nous sommes tous. Je l'ai déjà dit hier, toute source d'énergie, qu'elle soit fossile, renouvelable ou nucléaire, doit intégrer les coûts externes dans son estimation financière. Coûts externes, ça veut dire les coûts du réseau et les coûts des émissions de CO2, de l'utilisation du territoire, du changement climatique, de l'approvisionnement en énergie, etc. Donc ce sont toutes des choses qui ne sont pas monétisées au jour d'aujourd'hui, mais qui doivent quelque part être intégré dans le coût total que j'ai mis en bas. Levelized cost of electricity, c'est une notion classique. Investissement plus coût d'opération divisé par les mégawattheures ou les terawattheures produits durant la durée de l'installation, plus, pour les sources renouvelables, le coût du stockage. Il y a pour le moment, je m'excuse de le répéter, une malhonnêteté intellectuelle quand on ne parle pas du coût du stockage dès qu'on parle du coût des renouvelables. Il faut intégrer tout ça. Ce qui compte, c'est ce que le consommateur paye à la fin de l'année pour une consommation d'énergie continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il faut absolument insister là-dessus. Ce sont des études, ce que je viens de dire, qui ont été faites déjà par l'Agence internationale de l'énergie à Paris, pas confondre avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne. Donc, l'Agence de Paris est très consciente, bien entendu, avant tout le monde, de cette nécessité
d'abord d'estimer et ensuite d'intégrer les coûts externes dans le coût total des sources d'énergie. Il y a des rapports très intéressants à ce sujet-là. Projected cost of generating electricity, et un peu plus loin, les coûts de la flexibilité, donc, puisque aujourd'hui on parle de flexibilité, en particulier flexibilité de la demande, gestion de la demande, etc. Il faut intégrer tout ça dans le coût du mégawattheure, sinon on passe à côté de la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Comment intégrer les renouvelables dans un réseau électrique extrêmement sensible. On le sait bien, la règle de base de l'électricité, c'est qu'elle se produit, elle doit être produite au moment où elle est consommée. On ne peut pas la stocker. Il n'y a pas encore de batterie miracle pour stocker l'électricité pour une ville, pour une voiture, déjà, ça fait 12 tonnes, c'est pas triste, donc pour une ville, il faut imaginer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas stocker l'électricité, il faut qu'elle soit produite exactement et au moment où on la consomme. La question c'est comment intégrer dans ce schéma-là, dans cette loi de physique absolument fondamentale de l'électricité, comment intégrer des sources non pilotables. Donc, on vous envoie du vent et du soleil quand il y en a, mais le réseau électrique, lui, il n'en a pas nécessairement besoin à ce moment-là. Il n'y a pas à ce moment-là pile des ateliers de soudure, des boulangeries, des GSK, des BASF qui doivent tourner. Donc, je représentais là, par un petit schéma qui est assez clair, en haut à droite, l'effet des sources renouvelables sur le réseau électrique. C'est comme si on avait attaché, vous voyez, PV et wind turbines, c'est comme si on avait des courroies molles ou des chaînes mal tordues reliées à un axe qui, lui, garantit les 50 Hz. Donc, il y a une nécessité d'avoir une inertie rotationnelle de 50 Hz, 3000 tours par minute. Il faut ça absolument si on veut garder ces 50 Hz. Je rappelle que 1% d'écart, c'est bon. 2% d'écart, c'est déjà le blackout. Donc c'est ultra sensible. Le réseau, c'est ultra sensible. Et Elia, bravo aux gens de Elia qui, tous les quarts d'heure, doivent adapter les sources qu'il faut mettre, qu'il faut retirer du réseau suite à cette pénétration massive des sources non pilotables dans notre réseau. La question c'est combien peut-on accepter de non pilotables? La réponse par EDF c'est 40%. EDF a fait une belle étude au niveau européen, donc quand on tient compte de toutes les interconnexions qui peuvent vous dépanner à tout moment, on ne peut pas dépasser 40% de pénétration de renouvelables, sinon c'est le blackout. Étude très intéressante de EDF, qui a été d'ailleurs confirmée après par une étude de nouveau de l'Agence internationale de l'énergie à Paris, qui a été un peu estomaquée devant cette étude de EDF, et qui conclut, elle, de façon financière. Précédemment, c'était technique, si vous voulez, le réseau ne supporte pas plus de 40%, ici c'est financier, la même chose, 40 ou 45, 35%, c'est un ordre de grandeur, bien entendu. Ici, c'est la même chose du point de vue financier. Si vous montez au-delà de 40% de renouvelables, vous arrivez à des sommets de coûts, ce sont des coûts ici, qui sont absolument US dollars par mégawattheure, qui sont des coûts inacceptables. Qui est prêt à payer ce genre de surplus de coûts simplement pour avoir plus que 40% de renouvelables? Ce sont deux rapports vraiment fondamentaux qui vous démontrent, donc, dans les discussions aujourd'hui à la Commission européenne et ailleurs, quand vous entendez qu'on dépasse 40% de renouvelables, il faut faire attention parce qu'on va vers le blackout. D'autant qu'on tourne pour le moment d'ailleurs, on reste autour de 40%, et il y a quelques rêveurs qui parlent de 100%, mais c'est tout à fait absurde, bien entendu. Ici, je vous donne deux documents, l'un technique EDF, l'autre économique de l'Agence internationale de l'énergie, qui sont très intéressants à ce point de vue. Alors, le MIT, bien sûr, toutes sortes de grands organismes ont étudié le coût du nucléaire dans le futur.
à partir des coûts d'aujourd'hui, donc en kiloauto EPR, Flamanville, Inclessé, en Grande-Bretagne, AP1000 aux États-Unis et les fameuses 4 centrales coréennes à Abu Dhabi, qui tournent très bien depuis quelques années. Tout ça donne une base du coût réel. On est à 8 000 € ou 8 000 $ par kilowatt installé, ce qui est intéressant parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, on rêvait de 2 ou 3 000 $. Il faut tout multiplier par 3 au moins pour le kilowatt installé. Ensuite, le térawattheure utilisé, c'est autre chose. Voilà la répartition des coûts du nucléaire généralement admis. Investissement colossal, 69%. O&M, Operational Maintenance, 17%. Et le combustible, le fameux coût du combustible, démantèlement, enfouissage souterrain, ce n'est que, si on peut dire, le complément là, qui est vraiment pas grand chose, et qui lui-même se décompose en coût de fin de cycle. Donc ça, c'est vraiment le démantèlement et le stockage souterrain, 3% du mégawattheure, 3% du coût de consommation, l'uranium lui-même, 4,8%, et l'enrichissement, qui coûte assez cher, 3,3%. Donc, ce sont des chiffres, de nouveau, qu'il faut avoir en tête quand on s'effraie, en particulier dans les discussions avec Engie pour le moment, et le gouvernement belge et français, quand on entend les milliards et les milliards qui parfois d'ailleurs changent d'ordre de grandeur très rapidement, il faut toujours tout ramener à ce genre de schéma et se dire tout ça est étalé sur 60 ans de durée de vie, donc est beaucoup moins effrayant que ça me semble. Voilà l'idée point. Très intéressant, CFD, on en a parlé hier. Donc, Contract for Difference, les Anglais, après de longues discussions, un peu comme les Finlandais, au Parlement, avec les techniciens, avec les communautés locales, etc., sont arrivés à un prix 92 livres sterling par mégawattheure pendant 35 ans, donc en gros 100 € par mégawattheure pendant 35 ans, c'est le seul chiffre réaliste aujourd'hui pour estimer le coût du mégawattheure du nucléaire futur. Donc il faut avoir ça en tête. Ça a été négocié, ça a été signé par l'électricien anglais qui s'appelle EDF Energy et par le Parlement britannique. Donc qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots? Ça veut dire le gouvernement britannique dit à son électricien, si le coût du marché est supérieur à 92,5, je te rembourse la différence, je rembourse au consommateur. Si le coût du marché est inférieur, toi tu me rembourses. C'est très intéressant parce que le risque est partagé. C'est quelque chose qui est très, très britannique, je trouve très, très correct. Le risque est partagé, ce n'est pas l'État qui prend tout, ce n'est pas l'électricien qui prend tout, c'est un risque partagé sur 35 ans, donc c'est quand même une très longue durée de temps. Autre chose intéressante au point de vue économique, c'est le suivi de charge. Donc les réacteurs aujourd'hui, français en l'occurrence, allemands, c'était des champions, mais ils viennent de tout fermer, on peut faire du suivi de charge. Vous voyez que les mégawatts du réacteur, on passe de 1300 à 300, donc une chute de 75% en quelques minutes, et puis on remonte à quelques minutes, et puis on redescend, donc ce qui est très intéressant pour suivre éventuellement un réseau dominé, enfin dominé c'est impossible, on vient de voir, mais un réseau fortement influencé par des sources non pilotables. Les matériaux, j'en ai déjà dit un mot, ils souffrent beaucoup dans les réacteurs nucléaires parce que ces neutrons, surtout les neutrons rapides, fragilisent les matériaux. C'est ce qu'on appelle DPA, Displacement Damage per Atom. Donc chaque fois la matrice métallique, si vous voulez, souffre, le réseau atomique du métal en l'occurrence souffre, perd des espaces et perd des atomes, et donc il y a un souci de ce côté-là, on travaille là-dessus, en particulier à MOL. Ce sont des recherches qui sont partagées d'ailleurs avec la fusion.
Alors, génération 4, on l'a déjà dit, va faire de la cogénération, chaleur et électricité. Chaleur, les réacteurs d'aujourd'hui en verre, 320 degrés, on est limité par la pression 150 bars, on ne peut pas monter plus haut, sinon les tuyauteries ne tiendraient pas le coup. Si on change de combustible, si on change de caloporteur, si on passe par les métaux liquides, on peut travailler à pression beaucoup plus basse et à température beaucoup plus haute, ce qui est évidemment un grand avantage. Si on monte encore plus haut en utilisant des gaz, de l'hélium ou du CO2, on peut monter à 1000 degrés et à ce moment-là, on est utile pour tout ce qui est hydrogène, réduction directe dans les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux d'aujourd'hui déjà et de demain encore plus seront électriques. Fabrication du ciment, du verre, etc. Donc on a déjà dit, à disposition une chaleur décarbonée de très haute température qui peut servir toutes ces industries-là. Voilà une grosse association européenne qui travaille essentiellement là-dessus, la cogénération de chaleur et d'électricité, et qui groupe beaucoup d'activités, en particulier la fabrication d'hydrogène. 2 mots sur l'hydrogène, parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux. L'hydrogène, il provient soit de l'eau, H2O, soit d'hydrocarbures, le méthane. Jusqu'à présent, 99% de l'hydrogène dans le monde, ça fait quand même 72 millions de tonnes par an, c'est des quantités astronomiques, sont fabriquées par le méthane, à partir de méthane, donc par craquage de méthane. On a évidemment beaucoup de CO2. On voudrait passer maintenant à de la fabrication d'hydrogène décarboné, donc ne plus chercher l'hydrogène dans la molécule d'hydrocarbure, mais le chercher dans la molécule d'eau. Pour ça, il y a 2 approches, soit électrolyte, soit thermochimique. Donc électrolyte, ça veut dire on met l'eau dans un courant électrique, pour faire simple, et automatiquement l'oxygène et l'hydrogène se séparent. On peut aller beaucoup plus loin aussi et ne pas faire de l'électricité, qui est toujours une perte d'énergie. Quand on fait de l'électricité, on perd de l'énergie, quelle que soit la source. On peut directement casser la molécule d'eau en faisant de la chimie un peu poussée, thermochimie. Qu'est-ce que c'est? Le cycle chauffe-iodine en particulier, qui est une technologie utilisée beaucoup dans la génération 4. Les Japonais en particulier travaillent beaucoup là-dessus. Ou alors, j'ai déjà dit, on fait de l'électrolyse à haute température. Plus on monte en température pour l'électrolyse, mieux c'est, puisque on fragilise en quelque sorte la molécule d'eau qu'on veut séparer. Donc voilà, le marché qui s'intéresse à l'hydrogène, c'est un marché énorme. D'abord et avant tout, les engrais, puis le pétrole, et le grand rêve, c'est la mobilité, d'avoir des voitures, des camions, des trains, des bateaux, même des avions qui fonctionneraient à l'hydrogène, pilot-combustible ou combustion, comme BMW le fait. Donc il y a cet énorme marché sur lequel l'Europe a misé 7 milliards d'euros pour les prochaines années, qui est l'hydrogène pour la mobilité, P2P, Power to Power. C'est quelque chose qui est hautement discutable, mais on va voir ce que ça va donner. C'est l'idée, là derrière, de pouvoir utiliser l'énergie produite par les renouvelables quand elle n'est pas acceptée par le réseau. Puisque le réseau, on l'a déjà dit, il n'aime pas beaucoup ce genre d'intermittence, de non-pilotabilité. Donc on se dit, pas de problème, on va à la limite découpler les renouvelables du réseau et faire de l'hydrogène à fond pour les différents besoins de nos pays à nous. Certains rêvent même de faire de l'hydrogène en Afrique, par exemple le barrage d'Inga, 40 gigawatts de Inga. Il y a un investisseur australien pour le moment qui rêve de faire là de l'hydrogène. Il y a des rêves absolument fabuleux et à mon avis pas très raisonnables d'hydrogène dans ces pays-là. On n'arrive déjà pas à le faire chez nous, je ne vois pas pourquoi on le fait mieux chez les autres. La non-prolifération, quelques mots sur la non-prolifération, sujet trop peu abordé dans les exposés nucléaires.
Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est aussi important que les trois autres, durabilité, sûreté et économie. Qu'est-ce qui se passe dans le cycle nucléaire? Il y a deux phases sensibles, comme on dit, l'enrichissement et le retraitement. L'enrichissement, on le sait, c'est toute la problématique de l'Iran. Les centrifugeuses de l'Iran enrichissent au-delà des 20% qui sont autorisés. En dessous de 20%, on est censé être innocent parce qu'on ne peut rien faire avec du combustible à moins de 20% d'enrichissement. Si on monte plus haut, alors on peut arriver aux 95% qui sont nécessaires pour une bombe. Et donc, c'est ce qu'on appelle une technique, une technologie sensible, l'enrichissement. À droite, je mets là le rappel de la grande affaire de l'Iran, les violations par l'Iran de l'accord nucléaire qui avait été signé avec l'IAEA et avec les 5 partenaires du monde. Donc, très sensible. Si on a de l'enrichissement, il faut d'abord le déclarer à l'IAEA et ensuite toujours rester en dessous de 20%. Autre technologie sensible, c'est le retraitement. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà dit, si on sait comment retirer le plutonium de combustible usé, on peut évidemment utiliser le plutonium pour des intentions mauvaises. Donc tout ce qui est non-prolifération se concentre autour de 3 concepts: sûreté, sécurité. Sécurité, c'est essentiellement réglementaire, des contrôles par les inspecteurs Euratom, les inspecteurs de l'IAEA, par toute une série d'inspecteurs, et alors des mesures de protection safeguards physiques. Donc, chaque élément combustible dans un réacteur ou dans une usine quelconque est numéroté, si vous voulez, est surveillé par caméra et par d'autres systèmes pour être sûr qu'à tout moment, l'IAEA sache au gramme près, c'est pas au milligrammes près, combien de plutonium il y a dans chaque installation du monde. Alors il y a une association qui vient de se créer, enfin, il y a quelques années, IFNEC, qui voudrait, c'est une vision très américaine, ça ne plaît pas à tout le monde, bien entendu, qui voudrait que le combustible nucléaire devienne une sorte de leasing, que les 5 pays du Conseil de sécurité permanent puissent avoir l'exclusivité des technologies sensibles dont je viens de parler, le retraitement et l'enrichissement, et tous les autres pays sont bienvenus dans le club nucléaire, mais ne pourraient pas eux-mêmes avoir ces 2 technologies sensibles, devraient acheter le combustible sous forme de leasing, c'est-à-dire l'utiliser comme on le ressent, mais ensuite le renvoyer à ces 5 pays-là qui les traiteraient alors qu'ils les transmuteraient avec des réacteurs rapides. C'est une vision assez intéressante qui a été développée suite à l'accord de Accra au Ghana. Le Ghana est un pays très actif au point de vue nucléaire, et d'ailleurs très sérieux. C'était le seul pays sérieux en dehors de nos pays à nous, je dirais, au point de vue nucléaire. Je dirais un mot plus tard. Ce qui est intéressant dans IFNEC, c'est de voir les participants dans ce genre d'accord. Donc c'est des gens qui se voient régulièrement, parce que c'est là que vous voyez les pays qui s'intéressent au nucléaire du futur. Il y a bien entendu les pays classiques, Belgique, France, Espagne, mais il y a une vingtaine de pays africains, latinos, asiatiques, qui sont dans ces groupes un peu parallèles, enfin c'est transparent, il n'y a rien de secret, et qui sont un signe de qui est vraiment intéressé par une entrée, par un développement nucléaire nouveau dans leur propre pays. Regardez les observateurs en particulier, Algérie, Bahreïn, Bangladesh est en train de construire un réacteur russe, l'Égypte, etc. Donc, c'est très intéressant de voir qui fait partie de ce groupe IFNEC. Alors, cybersécurité, évidemment, un domaine très sensible. Il y a peu de choses qui sont connues, c'est normal, dans le grand public à ce sujet-là, mais on travaille beaucoup sur tout ce qui est intrusion de hackers et de malveillance dans les circuits électroniques et informatiques
du nucléaire en particulier, mais de tout, de l'aéronautique, du pétrole, de la chimie, toutes les usines du monde, pour ne pas parler des hôpitaux, bien sûr, sont en alerte permanente, je dirais, par rapport à la cybersécurité. On en parle peu, parce que c'est un domaine assez confidentiel pour des raisons qu'on comprend très bien. Alors, le développement nucléaire pour les nouveaux pays, j'en ai déjà dit un mot. Il y a au total une vingtaine de pays qui s'intéressent au nucléaire. Par exemple, pour l'Afrique, il y a le Maroc, le Ghana, le Nigeria, le Niger, l'Égypte, le Soudan et le Kenya. Ces pays ont fait une demande à l'IAEA et sont pour le moment soumis à des questionnaires très stricts. En particulier, vous vous souvenez, hier, j'ai parlé de la temporalité du nucléaire, c'est 100 ans. Il faut avoir une vision claire, pas seulement une vision, tout le monde peut avoir une vision, mais avoir des infrastructures, avoir des universités, avoir des autorités de sûreté, avoir des industries qui ont une perspective de plusieurs dizaines d'années devant eux, entre le moment où on lance un appel d'offres et le moment où on démantèle et stocke en souterrain ces déchets, il y a en gros un écart de 100 ans. L'Europe s'intéresse beaucoup à ces pays-là. Vous savez que l'Europe a un partenariat privilégié avec l'Afrique et soumet ces pays-là en particulier à un contrôle très strict. Par exemple, petite anecdote qui n'est pas une anecdote, l'Égypte ne veut pas déclarer ce qu'elle va faire de ces déchets. Donc, il y a pour le moment un litige entre l'Europe et l'Égypte à ce sujet-là. Donc, c'est pour vous montrer par une petite information comment on négocie avec ces nouveaux arrivants. On ne vend pas des usines de tomates ou de voitures, c'est quelque chose de hautement sensible. Il faut que les pays qui veulent entrer dans le club aient un engagement très ferme sur toute la chaîne de valeur, depuis la fabrication de la centrale nucléaire jusqu'au traitement des déchets, y compris le stockage souterrain. S'il y a un élément qui manque, on ne collabore pas, on ne veut pas travailler dans ces conditions-là. Voilà, ici je répète, gouvernement doit être derrière, autorité de contrôle et bien sûr l'opérateur, l'électricien. Voilà, alors, on va passer en revue très rapidement les 6 systèmes. Le sodium, il est là. 2 grandes options, ou bien pool, ou bien cuve, ou bien loop, ou bien boucle. Ça dépend de votre cyclicité. Dans un réacteur au sodium de type pool, de type cuve, vous avez 5000 tonnes de sodium, donc en cas de sismicité, il faut bien entendu faire attention. Les Japonais, eux, travaillent plutôt avec l'approche boucle, qui est beaucoup plus adaptée au tremblement de terre. Champions dans ce domaine-là, génération 4, les Chinois sont en train de construire à Xiapu 2 unités de sodium rapide de type 4e génération. Le plomb, c'est Mira qui est tête de file dans le monde, donc il faut bien se dire, je donne ici rapidement pour chaque réacteur sa carte d'identité, si vous voulez, on ne va pas entrer dans les détails. De nouveau, champion du monde dans ce domaine-là, génération 4 je parle, parce qu'il y a des concepts de plomb, génération 2 et 3, génération 4, c'est les Russes. Le concept Brest, à Seversk. Seversk, c'est une ville au-delà de l'Oural, proche de la frontière chinoise, dans laquelle les Russes ont développé déjà depuis 2 ans un réacteur au plomb de 300 MW thermique. Le gaz, ça, c'est celui qui est extrêmement exigeant au point de vue matériaux, puisqu'on monte à 800 ou 1000 degrés. Il faut inventer des nouveaux combustibles, soit des particules, des pellets, soit des plaques, soit des barres. On ne sait pas encore, selon le type de conception générale, quelle forme aura le combustible du réacteur à gaz rapide.
réacteur à très haute température, c'est celui qui est le plus avancé dans le monde, au point de vue génération 4, on parle toujours, avec le sodium. Lui, il est en train d'être fabriqué il fonctionne déjà en Chine. C'est très original. Le combustible, ce ne sont pas des barres. Les barres que vous voyez là, c'est des barres de contrôle. Ce sont des pellets, ce sont c'est gros comme une balle de tennis, si vous voulez, qui contient une série de toutes petites billes qui font 1/2 millimètre d'épaisseur et qui ont eux-mêmes chacune une triple enveloppe, ce qui fait dire que l'enceinte de confinement de ces réacteurs-là, elle est finalement intrinsèque au combustible. À la limite, il ne faut pas d'enceinte en béton. Chaque mini-particule, 1/2 millimètre chacune, est elle-même entourée d'une couche triso, une couche de triple isolant thermique et radiologique. Les Chinois, champions là-dedans, depuis 2 ans, ils ont, là, vous voyez, en face de la Corée, 2 petites centrales de 250 MW qui fonctionnent comme HTR, comme réacteur à haute température, qui fabriquent de l'hydrogène, donc ils sont déjà en plein dans cette logique de cogénération dont j'ai parlé, et tout ça est extrêmement, ambitieux et réel. On ne parle pas ici de projet, on parle ici de réalité. Le sel fondu, c'est celui qui est le plus original dans toute la série, parce que le combustible n'est plus rigide, sous forme de barres, de plaques ou de pellets, il est liquide. C'est un liquide qui tourne en permanence dans le réacteur, liquide qui est à la fois combustible nucléaire et réfrigérant, et donc c'est un tout nouveau concept qui permet en particulier le retraitement continu, donc on enlève en permanence les produits de fission et les actifs mineurs dont on a déjà parlé, on les retraite séparément, donc c'est quelque chose d'absolument disruptif, absolument révolutionnaire comme technologie et qui suscite énormément d'intérêt de la part des chercheurs aujourd'hui. C'est une technologie qui fonctionnait déjà dans les années 60. Alvin Weinberg, le grand inventeur le grand pionnier du nucléaire américain dans les années 60, avait déjà développé un moteur de jet, un moteur d'avion sur base de cette technologie-là de sel fondu. Donc, extrêmement intéressant. Les Européens sont très forts là-dedans aussi. Voilà un gros projet européen. Vous savez que Euratom finance chaque année des dizaines de projets dans le domaine nucléaire, pas tous génération 4, mais dans le domaine nucléaire en général. C'est un très beau projet de sel fondu. Vous voyez en gros, on l'a représenté de façon schématique comment le liquide, je répète, combustible et caloporteur en même temps tourne en permanence là-dedans. Les échangeurs de chaleur sont à l'extérieur, il y en a énormément puisqu'on est à 600 degrés, et il y a à côté de ça une usine collée, couplée, pour traiter le combustible. C'est vraiment un paradigm shift dans beaucoup de domaines, en particulier dans la sûreté, parce que ce liquide qui représente un volume de plusieurs dizaines de mètres cubes, dès qu'il chauffe trop, il prend moins de neutrons, donc il y a une espèce d'extinction automatique de la réaction neutronique. Il y a une sûreté passive intrinsèque, déjà en fonctionnement normal, plus il perd en densité, plus il perd en neutronique, et inversement. Il y a là un très beau équilibre thermique neutronique, et en plus de ça, il a des caractéristiques de sûreté passive intéressantes aussi, en particulier un verrou, on peut dire un verrou en un certain matériau qui, si le liquide est trop chaud, ce verrou fond et le réacteur se vide tout simplement dans une cavité en dehors du réacteur. Extrêmement intéressant. Champions du monde, de nouveau, les Chinois ont démarré à Huawei il y a 1 an un réacteur à sel fondu, et chez nous, il y a beaucoup d'idées qui circulent. Bill Gates en particulier. Bill Gates, vous savez, est très intéressé par le nucléaire. Il a mis de l'argent dans 2 ou 3 concepts, dans le sodium, dans le gaz, et maintenant dans le sel fondu, avec sa société TerraPower. Et donc,
l'argent publié, ce sont chaque fois des centaines de millions, c'est pas juste des études papier. Et donc c'est intéressant de voir ce que ça va devenir. Il y a même des gens qui pensent à la propulsion marine nucléaire par des réacteurs à sel fondu de type génération 4. Je donne une référence là de Ernest Mund qui a publié un papier assez intéressant à ce sujet-là. Donc c'est un vieux rêve qui déjà dans les années 60 avec Otto Hahn et d'autres bateaux avait eu lieu. Pourquoi pas, même la Belgique, CMB, la compagnie maritime belge, a à un certain moment étudié cette possibilité-là, équiper les bateaux de chaudières nucléaires plutôt que de chaudières au mazout. Réacteur supercritique au sens thermodynamique, c'est-à-dire on monte en pression à 220 bars en température au-delà de 270 degrés, on peut monter jusqu'à 600 degrés, donc très intéressant. On est autour du point critique, à ne pas confondre avec le point triple. Le point critique c'est autre chose. Au point critique, il n'y a plus de différence entre de l'eau, vapeur et liquide. On est dans un domaine un peu mystérieux qui intéresse beaucoup les chercheurs en particulier. Une technique qui est déjà utilisée par les centrales au charbon modernes. C'est un beau brevet de Siemens et de General Electric. Petit réacteur modulaire. Qu'est-ce que c'est modulaire? On passe à la micro-échelle, 1 MW, 20 MW, ou bien 20 MW, 300 MW, ou bien 300 MW à 1 GW. Enfin, ça, ce sont les grands. Donc, on se situe dans un ordre de grandeur pratiquement en dessous. SNR, le paradis des ingénieurs. Hier, je vous ai montré la feuille blanche des ingénieurs pour génération 4 dans les années 2000. Ici, c'est la même chose. Les ingénieurs Tractebel en particulier, EDF aussi. Il y a des dizaines d'ingénieurs qui sont mis sur SMR, sur le SMR français en particulier, qui s'appelle Newart. Et donc, il y a beaucoup d'excitation autour de ça. Là, ça rappelle ce qu'on a raconté hier à propos de l'innovation. Carlota Pérez, c'est cette chercheuse là, qui travaille pour les Britanniques, qui voit l'évolution des technologies comme des courbes en S qui se succèdent les unes aux autres, donc des ruptures et pas quelque chose de continu, avec chaque fois une phase d'excitation au maximum dans l'axe vertical du S, et puis on se calme, on se sature et on attend la génération suivante. C'est intéressant parce qu'on se dit que les réacteurs modulaires, on est peut-être un peu dans cette même phase-là, de grande excitation, tout à fait respectable, tout à fait louable, bien entendu, et donc on attend le moment où on va se calmer et où on va un peu discuter finances et autres aspects aussi. Il n'y a pas que les aspects de développement qui comptent. Voilà le petit réacteur, de façon très schématique, résumé ici. La taille est un choc, surtout ça peut être même encore plus petit quand on pense à une batterie de quelques mégawatts, alors c'est encore 10 fois plus petit que ça. Tout ça, c'est dans les cartons, il n'y a pas encore beaucoup de réalisé, mais c'est extrêmement prometteur, il faut vraiment continuer à travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce qui existe? 2 réacteurs au monde, SMR, le russe, qui est une barge, un bateau qui porte 2 réacteurs de 60 MW chacun, et qui va aller alimenter, vous voyez Mourmansk, qui va aller alimenter toutes les villes de l'Arctique, toutes les villes de Sibérie du Nord, dans lesquelles on a trouvé du pétrole et du gaz, et qui n'ont évidemment pas d'énergie pour faire vivre les habitants qui ont décidé d'aller vivre dans ces régions-là. Donc, le académique Lomonosov, c'est le nom de ce bateau, qui porte 2 petites centrales nucléaires, est déjà maintenant ancré à Pevek, une grosse ville pétrolière du nord de la Sibérie, et alimente cette ville avec une cinquantaine de mégawatts électriques au total. Plus possibilité de désalination, bien entendu. Tout ça, c'est toujours en mode cogénération. Ces bateaux-là, ces petites centrales, d'ailleurs même les autres qui sont en cours de développement, sont inspirées des techniques de sous-marins. Voilà le plan d'un réacteur nucléaire français, de la série
le triomphant, peu importe, c'est toujours le même schéma. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la compacité. On a mis les échangeurs de chaleur, on a mis les pompes, tout ça dans un volume minimum, dans une enceinte, alors que dans un recteur normal, c'est à l'extérieur de l'enceinte, et ça prête directement son utilité pour le développement des grosses productions. Vous voyez là le schéma d'un réacteur à gauche actuel, et tout ça est intégré dans un petit volume très serré, très compact, qui est l'âme même des petits réacteurs modulaires du futur. La Commission a lancé il y a quelques jours, en 17 avril, un mémorandum très intéressant soutenant les SMR de façon tout à fait officielle. Il y a eu une belle cérémonie à Bruxelles à cette occasion-là. Donc les SMR font partie du portefeuille d'innovation de la Commission, au même titre que l'IAEA, bien entendu, sauf que l'IAEA n'a pas d'argent. La Commission a déjà mis quelques dizaines de millions là-dedans. Voilà la collection, il y en a 70 au total, de projets de SMR dans le monde. Il y en a tout un paquet. Il n'y en a que 2, je l'ai déjà dit, qui existent. L'académique Lomonosov, le russe, et le chinois HTRPM. Donc les autres sont tous encore en train de développer leur design. Il y a des micro-réacteurs tout petits qui Westinghouse a lancé ça pour des applications dans les zones arctiques du Canada. C'est assez intéressant aussi, où ils ont besoin d'énergie très localement, enfin, ça vaut pour n'importe quelle autre zone. Et donc là, on parle de 200 kW électriques jusqu'à 5 MW et de température de cogénération qui peut monter jusqu'à 600 degrés. Donc ça intéresse en particulier tout ce qui est shale oil et shale gas, tout ce qui est gaz de schiste, etc. Voilà une étude SWOT, une étude des avantages, des inconvénients de chacun de ces petits concepts. C'est de nouveau cette même démarche qui est en train de se faire, qu'on a eu pour génération 4. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Certains appellent ça le zoo des petits réacteurs modulaires. Il y en a 70, il y en a beaucoup trop. Il y a les 9 dixièmes qui vont disparaître. Le tout, c'est de savoir comment les évaluer, pour savoir qui doit disparaître et qui doit rester. Et là, de nouveau, c'est le genre de critères qu'on a mis au point dans des groupes internationaux. 2 mots sur l'espace. Le nucléaire dans l'espace, c'est fascinant aussi. Il y a 2 applications. Il y a la production de chaleur avec des RTG, des générateurs radioisotopiques thermoélectriques ou thermo-ioniques. Donc on a besoin de chaleur, surtout si on va au-delà de Mars. Au-delà de Mars, le Soleil n'a plus aucun effet. Il n'y a pas, les panneaux solaires ne servent pas. Donc on utilise du plutonium 238 en particulier, qui est extrêmement thermogène et qui peut fonctionner pendant des siècles et des siècles. Donc c'est le genre de source de chaleur qui est déjà maintenant dans Pioneer 1 et 2, Voyager 10 et 11, la sonde de Galileo. Toute cette discussion passionnante qui se passe autour de l'espace pour le moment fait appel bien entendu au nucléaire pour la production de chaleur et d'électricité. Et le futur, c'est d'utiliser le nucléaire pour la propulsion. Là, c'est évidemment un pas en avant. Comment propulser les fusées? Pour le moment, celles qui vont très loin, c'est toujours par combustible classique. Si on veut aller très loin avec une fusée, on ne parle pas du satellite, on parle de la fusée. Il faut une source d'énergie énorme. Par exemple, un sel fondu dont on vient de parler, qui alors chauffe de l'hydrogène liquide, qui monte à 3500 degrés et qui vous propulse la fusée là où vous voulez. Donc on est en plein Odyssée 2001. C'est absolument passionnant ce qui se passe pour le moment dans ce domaine-là. Les Américains, les Russes, les Chinois, les Japonais travaillent là-dessus. Les Européens, c'est surtout le CEA. Et donc il faut suivre ça de près. Voilà tout ce qui existe depuis les années 60 dans ce domaine-là. Là, c'est surtout le domaine électrique et chaleur, bien entendu. Propulsion, proprement dite, il y a eu très peu dans le passé, si ce n'est en Russie, à Semipalatinsk, il y a eu un essai. Voilà
le type de fusée à propulsion nucléaire qui est en train, ça c'est un document de l'Académie américaine des sciences, comment ça, quel look ça aura, c'est quelque chose, un tout nouveau design bien entendu, qu'il faut suivre de près, puisque la Lune, Mars et maintenant Jupiter sont à l'agenda. Il faut pouvoir faire ça tout de suite. La fusion, voilà les 5 critères de ITER. ITER devra fournir 10 fois plus d'énergie qu'il ne consomme, c'est assez normal. Il devra démontrer toutes les technologies qui sont assemblées, que tout ça marche bien ensemble. Il devra montrer que la réaction deutérium-tritium est auto-entretenue et qu'il ne faut pas sans arrêt relancer les antennes de chauffage. Il faut, très important, démontrer que le tritium peut être produit de façon continue. Le problème, entre autres, de la fusion, c'est qu'il n'y a pas assez de tritium sur la Terre pour alimenter même 2 ou 3 réacteurs de fusion. Il faut donc des réactions de surgénération lithium-tritium dans les couvertures de ITER pour avoir le tritium nécessaire pour les générations suivantes de fusion. Et finalement, bien entendu, la sûreté est ultra importante. Voilà comment le monde entier, la Russie pour le moment est en litige, bien entendu, mais le monde entier participe à ITER. Conclusion, le développement peut-il être durable? Oui, avec un mix énergétique raisonnable. Donc là, je résume, il nous faut tout garder, on ne peut rien jeter. L'histoire a montré que on ne fait que empiler les sources d'énergie les unes par rapport aux autres. Il faut garder, bien entendu, l'ambition de décarboner, c'est clair, que ce soit par du captage-stockage, que ce soit par d'autres techniques plus modernes d'ailleurs que le captage-stockage, l'utilisation du CO2 dans de la chaux et dans de la chimie de ce genre-là. Donc il faut décarboner, bien entendu, mais il faut tout garder. On ne peut pas se payer le luxe de jeter, comme font certains pays, 2 sources principales qui seraient tous les fossiles et tous les nucléaires. En particulier, si on est sérieux sur la décarbonation, il faut un équilibre nucléaire renouvelable, pour les raisons qu'on a citées, équilibre du réseau et décarbonation à fond. Voilà des schémas étudiés dans différents laboratoires où les renouvelables et le nucléaire travaillent pour produire de la chaleur et des électrons et de l'électricité. C'est tout à fait possible. Tout ça ne demande qu'à démarrer. La recherche pour ça joue un rôle essentiel. Voilà un des projets européens qui a travaillé dans ce domaine-là. Il y a comme ça des dizaines de projets aujourd'hui qui tournent en Europe avec, bien entendu, des collaborateurs non européens aussi. Voilà une série de références dont l'encyclopédie ici pour ceux qui veulent approfondir, dont j'ai déjà parlé. Voilà d'autres références plus classiques qui sont du type historique en particulier. Il n'y a pas beaucoup de techniques là-dedans. Des gens comme Guillaume Pitron sont absolument passionnants dans tout ce qu'on a raconté. Au point de vue responsabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question récurrente qu'on reçoit souvent. Il faut interpeller nos politiciens sur la question énergétique. Ils sont là pour répondre à nos questions. Demandons-leur comment ils vont faire pour nous garantir en Belgique 100 TWh pour 2040. C'est une question toute simple à laquelle ils doivent répondre. Notre comportement est important aussi, bien entendu, en termes de responsabilité, recyclage de matériaux, d'énergie et pourquoi pas sobriété. Tout ça est bien clair. Et je finis par ceci. This may well be a good book, but I've got 2 problems with nuclear power. I know absolutely nothing about it, and I don't trust those who know. Je crois que c'est un peu ça le problème d'aujourd'hui. On dit qu'il manque d'informations, c'est pas vrai. On est noyé d'informations, comme dans tous les domaines. Mais on a perdu la même chose pour les médecins. La crise Covid l'a montré. On a perdu la confiance dans les experts. C'est bien ça, le Covid, on avait dit à l'époque, il y a 10 millions d'experts Covid en Belgique. C'est un peu la même chose pour tous les domaines. Voilà, j'ai terminé. Je crois que...